Aussi advint-il que le roi Argilac se tourna vers les Targaryennes de Père Dragon, offrant à Lord Aegon sa fille en mariage, avec pour dot toutes les terres à l'est de l'œil Dieu, du Trident, à Lanera. Le sire de Père Dragon riposta avec une offre personnelle de son cru. Le pacte serait scellé par des noces entre la fille du roi Argilac et Horis Baratheon, ami d'enfance et champion de Lord Aegon. Argilac l'arrogant rejeta ces termes, furieux. Horis Baratheon était un demi-frère de basse naissance de Lord Aegon, chuchotait-on. Le roi de l'orage refusait de déshonorer sa fille en donnant sa main à un bâtard. Horis Baratheon fut proclamé « Mon bouclier, mon preux, ma ferme main droite ». Ainsi les maîtres voient-ils en lui la première main du roi. On craignit quelques jours qu'Accalmie ne subisse le sort d'Arénal, car la fille d'Argilac, Argella, barra les portes à l'approche d'Horis Baratheon et de l'hoste targaryenne et se déclara reine de l'orage. Plutôt que de ployer le genou, les défenseurs d'Accalmie mourraient jusqu'au dernier, promit-elle quand la reine Rhaenys entra dans le château sur Meraxès pour parlementer. Vous pouvez prendre Accalmie, mais vous n'y gagnerez que des os, du sang et des cendres, annonça-t-elle. Mais ses soldats étaient moins pressés de mourir. Cette nuit-là, ils levèrent une bannière de paix, ouvrirent les portes du château pour livrer Lady Argella, nue, bâillonnée et enchaînée, au camp d'Horis Baratheon. On dit que Baratheon défit ses chaînes de ses propres mains, l'enveloppa dans son manteau, lui versa du vin et lui parla avec courtoisie, lui disant le courage de son père et la façon dont il était mort. Et par la suite, en l'honneur du roi tombé, il fit sienne les armes et la devise des Durandons. Le cerf couronné devint son emblème, Accalmie son siège, et Lady Argella sa femme. Game of Thrones, les origines de la saga, chapitre La Conquête. Donne-moi un B, donne-moi un A, donne-moi un R, donne-moi un A, donne-moi un non, mais c'est beaucoup trop long cette affaire, long comme un dîner aux chandelles avec Stannis. Et pourtant, c'est bien de lui et de sa famille qu'on va causer ce mois-ci dans le son du mur, puisque les Baratheons sont à l'honneur, ou Baratheon, comme le disent les Anglais. Alors ces gens qui vivent avec la tête pleine d'orage et de pulsions, sont-ils juste les gros bourrins ou les rois que personne n'aime qu'on veut bien nous décrire ? Et quel rôle pourraient-ils jouer dans la seconde saison de House of the Dragon, puisque c'est là notre sujet ? On a effectivement entreaperçu Accalmie et le chef de maison en fin de saison 1, mais est-ce que c'est un simple petit passage par les terres de l'orage ou est-ce que c'est quelque chose de plus important ? Pour répondre à cette question, j'ai convoqué la crème de la crème, ceux qu'on appelle encore ici les Avengers du Martinoverse of Madness, à savoir Babar Desbois et Eridan. Salut les amis ! Salut. Coucou les gens. Alors, les Baratheons, est-ce que vous les aimez un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout ? Beaucoup. T'as oublié le passionnément dans ta liste. Ah, ça te concerne, c'est ça ? Ce qui n'est pas ma réponse d'ailleurs. Non, je dirais neutre. Ça dépend, j'attends de voir. Pas spécifiquement de sympathie, en particulier pour Robert. Alors, les Baratheons, qui sont-ils Qui sont-ils notamment dans la série? Puisque la question qu'on se pose dans cette série de podcasts sur les maisons nobles qui apparaissent dans House of the Dragon, c'est un peu ce qu'on en dit dans la saga, quelle est la représentation dans la série, et puis quelles sont leurs origines, aussi bien en termes d'inspiration qu'en termes de lore. Et on termine généralement avec notre petite question de savoir qui est notre préféré. On verra ce que répondra Babar à cette question tout à l'heure. Eridan, dans la série, à quoi ça ressemble ? Toi qui adores Game of Thrones. Oh oui, passionnément pour le coup. Dans la série, Game of Thrones a été assez conforme au livre, avec en plus de ça un gros spoil sur les livres qu'il reste encore à écrire. Du coup, dans la saga, pour le coup, les Baratheons, on les découvre au moment où c'est la famille régnante. Et il y a surtout 3 frères, Robert, Stannis et Renly, ce qui leur permet d'être en lien avec énormément d'autres personnages, énormément de thématiques et énormément d'enjeux, évidemment. Donc avec Robert, on a évidemment des liens avec Cersei, les Lannister, les 3 enfants, et également avec les bâtards de Robert, et ceux de Cersei du coup.
Du côté de Stannis, on a des liens avec Shoren, avec Célise, avec les Florents, avec Davos, avec Mélisandre, avec les hommes de la reine, les hommes du roi. Et puis, bah, du côté de Renly, on a des liens avec Loras, avec les Tyrell. Donc ça crée vraiment plein d'enjeux, plein de thématiques, plein d'histoires. Les Baratheons, pour le coup, ils ont des caractéristiques physiques assez déterminées, comme dans beaucoup de familles nobles chez Martin. Ils ont généralement les yeux bleus et les cheveux noirs, bien noirs, ce qui est d'ailleurs assez important pour la paternité des enfants de Cersei. Un petit plot twist là-dessus quand même. Léger, léger, très léger le plot twist. Au niveau des autres caractéristiques familiales, j'ai remarqué en m'y penchant un petit peu que les Baratheons avaient de temps en temps des patronymes qui ressemblent à ceux des Targaryens, et c'est pas anodin. Voilà, il y a une proximité entre Rhaegar Baratheon et Rhaegar Targaryen, une petite proximité aussi entre Orys Baratheon et Aerys. Mais bon, ça c'est les Baratheons du tout début. À l'époque justement de Robert, Stannis et Renly, on voit quand même qu'il y a eu une évolution des patronymes euh, Baratheon qui sonnent beaucoup plus westriens que les Targaryens qui en sont restés à leur patronyme de l'époque où ils habitaient Valyria avec des Daenerys, des Viserys et autres Aerys dans tous les sens. Pour ce qui est sinon de leurs caractéristiques un petit peu autres, ils habitent les terres de l'orage. Du coup, on retrouve le terme orage ou le terme storm en tout cas, qui leur est très très souvent associé, avec aussi tout ce qui va être la furie, la colère. Les Baratheons sont des grands exaltés, on le verra plus tard. Ils ont un tempérament emporté, généralement colérique, fier, assez vaniteux aussi, hein. Voilà, c'est un peu tout ça leurs caractéristiques, et même chez les plus mesurés comme Stannis qui passe souvent pour quelqu'un de très très froid, on peut quand même relever que il a des caractéristiques Baratheon bien cachées au fond de lui quand même. Il y a un truc qui m'intrigue là sur les patronymes, est-ce que c'est pas juste une histoire de Martin qui a écrit la généalogie a posteriori une fois de plus, et du coup qui s'est dit il faudrait que je leur mette des noms qui ressemblent plus à des Targs parce qu'il y a un lien avec les Targs, alors que peut-être Robert, Renly, Stannis c'était plus j'ai un copain qui s'appelle Robert, je vais lui donner le nom du personnage que j'aime bien, tu vois un peu, il y a peut-être des noms plus proches, on Alors, va dire, de ce que nous on a l'habitude d'entendre parce que c'est le début de la saga et que les personnages apparaissent avant que l'histoire de la fin de la maison soit construite. oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, il faut y voir un phénomène de rétroécriture de Martin qui, au moment où il pose réellement les Baratheons, se demande comment est-ce qu'il peut faire en sorte que ça sonne un petit peu Targ quand même, parce que les Baratheons, j'en reparlerai, mais ils ont des origines valyriennes, a priori. Maintenant, c'est un petit peu étrange parce que le nom de Rhaegar Baratheon apparaît très très tôt. Donc ça, il l'a pas inventé a posteriori, il l'a vraiment inventé a priori assez tôt justement. Robert, ça avait été posé au tout début, c'est sûr. Maintenant, Stannis, c'est quand même un prénom qui est très rare, qui sonne pas du tout westrien, qui sonne pas spécialement valyrien non plus d'ailleurs. Renly, c'est un peu pareil, c'est difficile d'en trouver les origines de ces deux prénoms-là. Donc voilà, il y a un gros je ne sais pas exactement sur ces prénoms-là, mais ça reste intéressant à étudier en tout cas. Donc Mm. je reste attentif, je vais essayer de trouver d'autres liens, mais pour le moment je ne me l'explique guère. Voilà. La question avait été posée à Martine de pourquoi Robert, pourquoi est-ce que ça Mhm. faisait référence au roi, parce qu'on a un petit paquet quand même des rois Robert dans l'histoire européenne du Moyen-Âge, et lui avait simplement répondu oh bah non, c'est que ça faisait roi, enfin ça sonnait plutôt bien, mais c'est intéressant parce comment dire, il ne se rendait pas forcément compte du regard très européocentré qu'il avait en pensant immédiatement à ce nom-là. Mais voilà, c'est ce qu'il avait en tout cas répondu. Moi, je me demande si Stanis, c'est pas tout simplement d'origine Stanislas, donc prénom d'origine russe, qui pourrait renvoyer à un certain événement que, que Stanis a un petit peu prévu, que Martin a un petit peu prévu pour Stanis dans la suite de la saga, mais qu'on n'a toujours pas, mais dont on sait que ça pourrait probablement arriver, quelque chose qui serait en rapport avec un certain Alexander Nevsky,
et un lac a priori glacé. Voilà, c'est juste, je pose ça là, je n'ai pas forcément une réponse, mais en y repensant, là, en essayant de réfléchir un peu, ça m'est venu. Je sais plus, on ne saura peut-être pas à mettre dans le podcast, mais il me semble que Staline, ça veut dire l'homme de fer ou un truc dans le genre. Et enfin, Stanis, c'est Ouais. souvent associé à un tempérament froid, glacial même, qui peut facilement faire penser à un imaginaire russe, tu vois. Salut, ici le Chris du montage. Juste pour préciser un point. Staline ne signifie pas homme de fer, mais plutôt fait d'acier avec une racine russe stal ou shtal, je ne sais pas comment on la prononce. Je ne suis pas russophone et je ne pense pas qu'Eridan et Babar le soient non plus. Voilà, donc comme il faut rendre à Babar ce qui est à Babar, hein, comme dit le dicton, j'ai laissé ce qu'elle a affirmé, même si elle souhaitait peut-être que ce soit du off, car mine de rien, cette petite analyse sur Stanis et Staline nous semble assez intéressante, d'autant que l'expression Stanis d'opérette est couramment employée pour désigner la présidente de la garde de nuit. Pardon, j'aurais jamais dû dire ça, excusez-moi, enfin bon bref, coupez. Et puisqu'on est dans les inspirations, Babar, toi qui es notre spécialiste, notre référent, notre consultante historique sur le trône de fer, qu'est-ce qu'on a comme inspiration derrière les Baratheons? Au-delà de l'imaginaire médiéval classique européen, quoi. J'espère que vous avez 2 heures à peu près devant vous. Donc c'est parti, un plan en 3 parties, 3 grandes parties. Non, je rigole. Je vais essayer de résumer assez vite. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour ces 3 frères, Martin, il a parlé de 2 inspirations en particulier, et la première, eh bien, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais il faut aller chercher du côté de l'histoire antique, puisque Martin s'est inspiré d'un personnage de la série Aïe Claudius, la fameuse, toujours la même. Si vous suivez un petit peu nos podcasts et nos publications, vous avez déjà entendu parler de Aïe Claudius. Donc, il y a une série sur les Julio-Claudiens, donc la première dynastie des empereurs romains, et le personnage de Tibère, qui est interprété par George Baker, et un personnage qui l'a beaucoup marqué, Martin. Et donc, en fait, il dit s'être inspiré de ce personnage de Tibère pour former une partie du caractère de Stanis. Et au-delà de ça, en fait, c'est vrai que quand on lit, par exemple, les textes de Suétone, donc un auteur antique, Suétone qui sert d'ailleurs de base à Aïe Claudius, on retrouve certaines caractéristiques qu'on a chez Stanis. Par exemple, Tibère qui s'est exilé à 2 reprises sur des îles, comme Stanis est au début de la saga exilé, il s'est auto-exilé, hein, mais il est à Pendragon sur son île. Tibère est reconnu aussi pour ses capacités militaires, hein, puisqu'il a pas mal servi l'armée et remporté pas mal de victoires, tout comme Stanis a une bonne réputation de stratège. Et les caractéristiques qu'on retrouve chez Tibère, qui est décrit comme étant quelqu'un de sombre et de sinistre, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal chez Stanis. Alors, donc ça, c'est un premier élément. Après, comme très souvent, comme même systématiquement chez Martin, un seul personnage ne va pas être utilisé dans son ensemble. Tibère a aussi une réputation de débauché, pour ce qui est un petit peu contre l'image qu'on a de Stanis. Mais en tout cas, voilà, Martin, il va récupérer des petites briques qu'il va mettre dans la construction de son personnage. Et alors sinon, pour les autres, pour ses frères, on va retrouver éventuellement, alors ça Martine le dit pas, mais éventuellement on peut faire un rapprochement entre Robert et Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion avait aussi une réputation d'être quelqu'un qui est un bon soldat, un bon guerrier, mais qui n'est pas forcément un bon mari ou un bon roi. Hein. Je me permets de faire une incise juste là, parce qu'il y a un truc qui me semble me sauter un peu aux yeux en t'entendant parler du parallèle Richard et Robert, c'est que Ned envoie Beric Dontarrion dans le Conflent pour essayer d'aller chercher Grégor et tout ça, et toute cette joyeuse petite bande devient une compagnie de hors-la-loi au nom du roi Robert, ce qui n'est pas sans rappeler Robin des Bois pour le coup, et ce qui, je pense, accrédite un peu la théorie derrière de Richard Robert, quoi. Ouais, complètement, on les retrouve là, la fraternité sans bannière, c'est complètement le Robin des Bois à la Martine. Avec en plus un personnage dans la fraternité sans bannière qui porte une capuche, justement. Non, parce que Robin des Bois, en anglais, c'est Robin Hood, donc l'homme à la capuche. Mais revenons à nos Baratheons et à Accalmie, pour le coup.
Ouais, parce qu'effectivement, le château d'Akalmi, qui est alors réputé vraiment comme une forteresse qui est imprenable, qui est ronde, elle ressemble pas mal aux ruines de ce qui est l'actuel château Gaillard, donc en France, qui est un château qui a été construit par Richard Cœur de Lion au XIIe siècle, hein, qui se trouve en Normandie. Et en fait, il ne reste de ce château-là un seul et unique grand donjon qui est très rond, qui est enserré dans une ceinture tout aussi ronde. Et ça rappelle quand même beaucoup l'aspect en fait d'Akalmi qui est comme ça avec une espèce de simplement une grande tour qu'on voit un petit peu dans House of the Dragon, même si c'est pas il n'est pas de la même façon dans les bouquins, mais on a cet aspect un petit peu de rotondité qui est sa caractéristique. Et on sait que Martin s'est beaucoup inspiré de vrais châteaux aussi pour nourrir son imagination. On aura l'occasion d'en reparler quand on fera les Harines. Il y a d'autres inspirations qu'on peut retrouver qui sont peut-être tout aussi bien historiques que littéraires, puisque, une fois n'est pas coutume, avec Martine, si on parle de Baratheon, je pense qu'on peut parler de Roi Maudit. Et ouais, alors effectivement, parler du Trône de Fer sans parler des Rois Maudits, donc la saga littéraire de Maurice Druon, ce serait un petit peu dommage, surtout pour nous Français. Et alors là, il faut reprendre la succession du roi Philippe IV le Bel, en fait, qui débute un petit peu la saga. Philippe IV qui a 3 fils, Louis X, Philippe V et Charles IV. Et en fait, on va retrouver, un petit peu dans le même ordre, certains aspects des caractères de ces trois-là, enfin de ces 3 personnages historiques tels que décrits par Maurice Druon dans notre fratrie, avec un personnage qui est sanguin, bouillon, mais qui est un petit peu, enfin pas forcément plus réfléchi que cela. Un autre personnage qui est hautain, mais compétent. Et un troisième qui est un bellâtre, mais pas forcément très efficace. J'espère que vous aurez reconnu chacun. Et surtout, tous les 3 règnent, mais aucun ne laisse d'héritier mâle, ce qui est en fait complètement le cas de nos 3 Baratheons. Bon, il y a quand même beaucoup d'autres liens qu'on peut faire entre les Baratheons et l'histoire en particulier des Plantagenets, donc cette lignée de rois d'Angleterre. Et alors la deuxième, j'avais commencé ce petit point en parlant de 2 inspirations que Martin avait évoquées. Le deuxième que Martin évoque pour ces Baratheons, c'est le roi Édouard IV d'Angleterre, qui est un roi en fait qui a fini avec plein de maîtresses et obèse. Et en fait, Robert reprend quelques caractéristiques de ce personnage-là. Je finirai juste en disant que, par exemple, le roi Richard II a adopté comme emblème personnel un cerf couronné qui est très très semblable à celui que les Baratheons ont adopté. Donc en fait, ce qui est intéressant avec les Baratheons, c'est qu'on voit la façon dont Martin s'inspire aussi de l'histoire, c'est qu'il va prendre des petites briques vraiment à droite, à gauche, des petits morceaux à plusieurs niveaux d'ailleurs, hein, des personnages historiques, des personnages historiques mais romancés, des châteaux existants, des emblèmes, et en fait il va reprendre ces éléments, faire tout son petit melting pot et faire pouf les Baratheons, hein, avec évidemment son imagination comme liant. Et bon, il y a d'autres inspirations, et pour le coup, je vais faire un petit peu de l'autopromo, mais je vous renvoie au livre Les Mystères du Trône de Fer, numéro 2, qui s'intéresse justement à ces différentes inspirations. Oui, parce qu'il y a tout un côté médiéval européen autour des grandes maisons qu'on va étudier pour cette saison 2. On va dire on aura un peu moins d'inspiration civilisationnelle, comme c'était le cas plus pour la saison 1, où on a parlé des Targaryens, on a parlé des Vélarions, on a parlé également de tout ce qui était de la triarchie. Là, on va être vraiment, ou même de Ville-Vieille, là, on va être vraiment plus centré sur quelque chose que les gens connaissent dans le programme, qui est quand même ce qu'on pourrait appeler les inspirations classiques de la fantasy, même si Martin a ses spécificités, effectivement. Et après un petit peu d'histoire réelle, on va parler un petit peu d'histoire fictive. Je vais passer la parole à Eridan. L'histoire des Baratheons, ça commence comment? Ça raconte quoi? Alors, les Baratheons, comme je disais tout à l'heure, ils ont des origines valyriennes, mais en fait, c'est un peu complexe quand même. Donc,
Pour commencer, leur histoire, elle est intimement liée à celle des Targaryens. Et d'ailleurs, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le nom de Rhaegar qui apparaît très très tôt dans les livres, c'est bien le nom de Horys Baratheon. Horys Baratheon, c'est un chevalier au service des Targaryens et il y a des rumeurs qui reviennent assez souvent dans les livres, mais on ne sait pas vraiment. Est-ce que c'était vraiment le demi-frère bâtard d'Aegon et ses sœurs? On ne sait pas, mais on a ce soupçon qui traîne assez régulièrement. Quoi qu'il en soit, on sait que à l'époque où Aegon Targaryen est seigneur de Pendragon, Horys Baratheon est son seul ami connu, son seul véritable ami. Comme je disais tout à l'heure, dès le départ, il n'a pas le phénotype targaryen, ce qui peut faire douter un petit peu des origines valyriennes. Il fait partie justement, vraiment de cette future lignée qui a des cheveux bien noirs et des yeux bien bleus. Et surtout, Horys, il va participer à la conquête de Aegon Targaryen et de ses sœurs. Et il va être nommé très très tôt Main du Roi. Alors à l'époque, ça n'a pas encore l'importance que ça va acquérir par la suite, mais dès l'origine de la conquête, le proclamé roi des 7 couronnes va avoir une main du roi. Et Horys est la personne qui va guider les armées Targaryens dans la conquête des Terres de l'Orage, avec quand même en soutien Rhaenys et son dragon, histoire de faire bonne mesure. À la fin de cette conquête, les Targaryens ont éliminé la dynastie régnante, la dynastie des Durandons, et Horys va épouser la dernière représentante de cette dynastie qui s'appelle Argella Durandon, ce qui va permettre par la suite aux Baratheons d'avoir un peu de sang royal, mais du côté maternel. Bon, par la suite, Horys Baratheon, il va rester main du roi jusqu'à un événement tragique où il se fait amputer de la main et où il déclare à Aegon, non mais c'est bon, je vais pas devenir le moignon du roi, ça craint un petit peu. Du coup, il va démissionner. Par la suite, la famille Baratheon, ça reste vraiment une famille qui est très, très fière et très centrale dans l'histoire des 7 couronnes, à l'époque des Targaryens. Parce que, déjà, Accalmie est très, très proche de Port-Réal et les relations entre, les Baratheons et les Targaryens, même si par moments, ces relations vont être conflictuelles, ça reste des relations, très proches. En gros, les Baratheons, ils vont être en concurrence directe avec les Hightower et les Velaryon pour le titre de 2e famille la plus importante du royaume. Après Horys Baratheon, on va avoir une époque où justement son petit-fils Rhaegar va avoir une certaine importance puisque au moment du règne de Maegor le Cruel, Rhaegar Baratheon va être le tout premier seigneur de Westeros à soutenir le neveu de Maegor, Jaehaerys, le conciliateur, le futur conciliateur. Et à l'époque où Jaehaerys est encore un enfant, donc sous régence, Rhaegar Baratheon va s'imposer comme son premier soutien, comme son protecteur, puis comme la main du roi, et il va même épouser la régente du royaume, qui n'est autre que la mère de Jaehaerys, Alyssa Velaryon. Par la suite, pendant quelques années, il va dominer complètement le conseil restreint au cours de la régence de Jaehaerys, mais comme il est trop ambitieux et un petit peu trop caractériel par rapport au roi, il finit par être démis de ses fonctions dans mon épisode préféré de Fire and Blood, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails là tout de suite. Mais en gros, il a quand même sa bonne femme qui l'éjecte du conseil restreint, et ça fait toujours plaisir. Par la suite, c'est un petit peu moins marrant leur relation quand même à ces deux-là. Malheureusement. Bref, Rhaegar va avoir un fils avec Alyssa, qui est un fils... c'est vraiment l'enfant de la dernière chance. Mais comme Rhaegar est un gros con, il va quand même vouloir refaire un autre enfant à sa femme. Et comme je le disais, les relations entre la femme et le Baratheon sont un petit peu compliquées. En gros, la génération suivante, celle d'après Rhaegar, c'est celle de Bormund Baratheon, qui est le demi-frère de Jaehaerys, et Jocelyn Baratheon, qui est la demi-sœur et la belle-fille de Jaehaerys. C'est les Targaryens, c'est incestueux, c'est compliqué, on s'y retrouve pas. Bref, vous avez le wiki pour vous aider, avec des superbes arbres généalogiques si vous avez du mal à suivre la généalogie. En gros, Bormund, il va avoir vraiment un rôle de second plan à cette époque-là, mais on nous dit quand même que c'est un soutien indéfectible de Jaehaerys et des personnes de sa propre famille qui gravitent autour du pouvoir royal targaryen. Jocelyn, comme elle est mariée à un fils de Jaehaerys,
qui se trouve être l'héritier du trône, elle a une position assez importante et assez intéressante, puisqu'elle est mère de l'une des potentielles héritières du trône, la princesse Rhaenys. Sauf que en 92, puis plus tard en 101, Jaehaerys, qui n'est pas le roi le plus progressiste du monde et qui ne fait pas une grosse confiance aux femmes pour porter la couronne, va gentiment écarter sa petite fille Rhaenys de l'héritage, une fois, puis deux fois. Donc les Baratheons en 101, ils vont soutenir Rhaenys, ils vont soutenir les femmes contre l'avis de Jaehaerys, concrètement. Et ça va les éloigner pour un temps du pouvoir royal parce que bien sûr Rhaenys ne l'emporte pas. Le Grand Conseil de 101 désigne Viserys comme héritier. Et à partir de ce moment-là, les Baratheons s'éloignent un petit peu du pouvoir royal. Il va y avoir une période un peu de froid qui va durer jusqu'à la danse des dragons, globalement. Moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans tout ce que tu viens de nous dire. Alors déjà, je voudrais renvoyer les gens qui pensent à Alyssa Velaryon, qui savent plus exactement qui c'est, et à tout ce qui est Rhaenys. Je crois que c'est quelque chose dont on a pas mal causé dans l'épisode sur les Velaryon avec Corondar. Et deuxième chose, il y a le lien avec les Targaryennes qui est très fort dans le bouquin. J'ai pour autant souvenir, pour les gens qui n'auraient peut-être vu que la série Game of Thrones, que c'est assez vite mentionné, et peut-être pas du tout dans la série, qui laisse plus sous-entendre que Robert prend, on va dire, le pouvoir par la force, plus que par légitimité d'un point de vue de son arbre généalogique. Alors, ça, pour le coup, on y reviendra bien plus tard dans le podcast parce que la légitimité de Robert vis-à-vis des Targaryens, elle va être renouvelée par la suite avec des événements beaucoup plus récents. Mais en gros, oui, comme les Baratheons, déjà, contrôlent théoriquement une couronne, des 7 couronnes, ça en fait l'une des grandes familles du royaume, l'une des plus importantes. Donc ça reste une famille avec laquelle, lorsque tu es à la tête des 7 couronnes, tu es obligé de composer. Et comme je le disais, vraiment, ils vont avoir des rapports avec les Targaryens qui vont bouger au fur et à mesure des siècles. À l'époque de la danse, le lien s'est tendu, le lien s'est ténu, mais au cours du 1er siècle, il y avait quand même un lien très très fort entre Targaryens et Baratheons. Babar ? Ouais, juste pour rebondir sur effectivement ce coup de la légitimité de Robert ou pas au trône, ce qui est intéressant dans les livres, c'est que effectivement on a le côté guerrier qui a été pas mal mis en avant, mais aussi du fait de Robert en fait, qui est plus à l'aise à la bataille et qui a pas mal mis en avant sa victoire, notamment sur le trident, plutôt qu'une légitimité dynastique grâce auquel il a véritablement le pouvoir en fait. Mais en tout cas voilà, ça fait partie des constructions de son accession au pouvoir qui est intéressante à analyser, et effectivement c'est un aspect qui est complètement gommé par la série. Et si vous le souhaitez, c'est un aspect dont on a discuté déjà quand c'était Geoffrey qui gérait le podcast, donc il y a quelques années. Vous pouvez retrouver dans l'épisode qui s'intitule L'été sauvageon. Alors pas sur YouTube parce qu'il y a un petit souci de droit d'auteur, mais si vous êtes sur Spotify, vous pouvez le retrouver, c'est dans les premiers podcasts. Et ben voilà, on discute de la légitimité au trône et de qui est l'héritier légitime à la fin de Dance with Dragons. Voilà. On va laisser de côté ces préoccupations, on va dire, somme toute assez récentes dans l'histoire de Westeros, pour revenir au Conseil de 101 et puis pour revenir à la danse des dragons, puisque c'est quand même le sujet qui nous intéresse par rapport à la sortie de la saison 2 de House of the Dragon. Et cette fois, je vais repasser la parole à Babar, qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe autour de 4 orages et d'un vent rugissant. Et oui, on vous a parlé donc de Boremund Maratheo, donc le chef de la maison Baratheon au tout début, alors pas au tout début de la danse des dragons, mais quelques années avant. D'ailleurs, on le voit dans la série House of the Dragon, Boremund, c'est lui qui prête serment à Rhaenyra jeune dans le premier épisode. Et bon, Boremund décède, et c'est son fils Boros Baratheon qui devient le chef de la maison Baratheon. Et alors là où son père était vraiment une pierre inflexible, Boros, c'est le vent qui mugit et souffle dans tous les sens. Un gros con.
Alors, j'ai pas osé le dire comme ça. Un Baratheon dans toute sa beauté. Ouais, c'est un poil, un tout petit poil. Mais c'est même limite presque le déclencheur en fait de la danse. Hein. Enfin, l'étincelle, tu vois. Donc, en fait, Boros, donc, du coup, c'est le cousin de Rhaenys Targaryen. Il en a pas grand chose à faire. À tel point qu'en fait, il se trompe quand il parle de leur de prénom. Enfin, il appelle Rhaenys Jocelyn alors que bon, c'est sa mère. Alors, non, Et pardon, Babar, c'est pas tout à fait ça. C'est que, ah, en fait, il se trompe dans le lien de famille qu'il a avec Jocelyne. Il pense que c'est une grand-tante, alors que non, en fait, c'est sa tante. c'est C'est sa cousine. vraiment sa tante. Bon, voilà. Bon, enfin bref, du coup, Boros, la famille, pas grand-chose à péter. Et il a 4 filles, les 4 filles querelleuses. Et il essaye de les caser à tout prix par des mariages avec, en particulier les Targaryens. Et notamment avec Aemond et Lucerys, hein, parce que autant manger à tous les râteliers. Et c'est vrai que, comme l'a expliqué Eridan, les Baratheons se sont éloignés des Targaryens. Et Boros a vraiment cette ambition de se rapprocher du futur roi ou de la future reine des 7 couronnes. Donc il va essayer de marier ses filles aux bons prétendants. D'où la scène que nous avons en fait dans la série House of the Dragon, qui est relativement conforme à ce qu'on a dans les livres et qui débouche sur 7 incidents. Entre guillemets, entre Aemond et donc le fils de Viserys et j'ai perdu et Alicent, pardon. Et Lucerys, en fait, le fils de Rhaenyra. Lucerys meurt dans cette confrontation. Alors, la série House of the Dragon a tranché sur ce qui s'était passé, ce qui n'est pas le cas des livres. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Le seul truc qu'on sait, c'est que Boros Baratheon, comme la personne très lâche qu'il est, voit que entre Aemond et Lucerys, il commence à se crêper le chignon et à se mettre dessus dans sa maison. Boros fait en gros non, tirez pas trop l'épée sous moi, allez faire vos trucs dehors, comme ça moi je ne suis pas tenu par les droits de l'hôte. Et du coup la mort de Lucerys a normalement lieu dehors. Bon, ça en tout cas c'est ce que nous disent les textes, hein. Ça se trouve ça s'est pas passé comme ça. En tout cas Lucerys est mort et Rhaenyra pourrait en fait très bien s'en prendre aux Baratheons en représailles. La question est donc, que va-t-il se passer dans la suite de la Danse des Dragons? On vous en dit pas plus sur ce podcast-là, mais simplement vous ferez bien attention aux Baratheons, puisqu'ils ont un rôle qui est vraiment décisif, notamment sur la fin de la danse. Et les 4 orages, donc les filles de Boros, ont une place qui est importante. Et surtout dans la période qui va suivre, on ne sait pas si ce sera adapté, mais en tout cas, il y a un rôle important. Sachant que les 4 orages, j'ai pas le souvenir que dans la saison 1, elles étaient réellement introduites. Eridan ? Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que les 4 orages, leur rôle dans l'incident Aemond Lucerys a vraiment été gommé de la série, et somme toute, c'est un choix d'adaptation qui se comprend parfaitement, parce que ce serait sorti de nulle part, on n'aurait pas compris. Les enjeux n'auraient pas été suffisamment. Ils n'avaient pas la place pour ça, en fait, concrètement. On n'aurait pas pu créer des enjeux autour de ces 4 filles qui, justement, se crêpent le chignon, elles aussi, pour savoir qui sera marié au futur héritier ou au fils de Kiki, de Mimi, je sais pas quoi. Donc, c'est très bien que ça a été gommé. C'est un petit peu dommage si on imagine que par la suite, les 4 orages pourraient devenir importantes, comme elles le deviennent dans les bouquins, mais c'est pas si grave que ça si l'ambition de la série est de raconter la danse des dragons, en somme. Moi, il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est que pour moi, Boros Baratheon, c'est un petit peu, en plus vulgaire encore, le Mace Tyrell de son époque. C'est vraiment le gars qui essaye de se caser à tout prix. Et chaque fois qu'il intervient, on a l'impression qu'il essaye de gratter pour obtenir plus d'honneur, pour obtenir plus d'alliances, pour obtenir un mariage, pour obtenir toujours plus. Et de ce point de vue-là,
Moi, il me fait beaucoup rire ce personnage, je l'aime bien pour ça. Maintenant, oui, c'est le summum du Baratheon dans toute sa beauté. Il éclipse même Robert en termes d'ignominie et de bêtises. Bah, ouais, ça fait un peu la médiocrité, tu vois? C'est vraiment j'essaye de placer mes pions, mais je veux pas trop non plus, prendre trop de risques. Allez régler vos problèmes dans les eaux internationales, hein, vraiment, c'est. Exactement. Et du coup, c'est d'autant plus ironique d'en faire vraiment le lieu de déclenchement vraiment du conflit armé de la danse. Tout à fait. Et du coup, on va pas spoiler la danse, puisqu'on l'a déjà dit, c'est pas le but de ce podcast. Mais Eridan, qu'est-ce qui se passe après? Parce que bon, les Baratheons d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui, enfin pas tout à fait. Qu'est-ce qu'on a quelque part entre, on va dire, 135 et 298 dans la chronologie post-conquête? Alors, on a déjà un problème parce que on a un gros trou. Mais je pense que j'en ai déjà parlé ou que j'aurai l'occasion de leur dire. Il y a des choses que Martin n'a pas encore inventées pour l'histoire de Westeros et en somme, il y a beaucoup de choses qui restent dans le flou parce qu'il n'en a pas encore parlé, parce qu'il ne l'a pas encore posé, parce qu'il ne l'a pas encore inventé. Notamment entre la période du règne d'Aegon III et on va dire les rébellions Feu Noir dont on a parlé l'année dernière. Du coup, pour ce qui est de la suite, on va dire qu'on commence à raccrocher les wagons à partir d'Aeron. Déjà, on peut remarquer que à l'époque de Daeron II, Daeron le Bon, donc à l'époque des rébellions Feu Noir, il y a un rapprochement de la famille royale des Targaryens avec des Orageois. Mais c'est pas pour autant que la famille royale, que les Targaryens sont en lien avec des Baratheons. Vraiment, c'est juste que il va y avoir des mariages avec la famille Penrose ou la famille Dondarion qui ont quand même l'air d'être des familles relativement secondaires, mais qui sont des familles orageoises. Qu'est-ce que ça traduit? Peut-être le fait que Daeron ait essayé de rassembler les couronnes, de rattacher Dorne aux 7 couronnes, alors que les terres de l'orage sont des terres limitrophes à Dorne et que Dorne est l'ennemi des Orageois et des Baratheons depuis des années. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des alliances avec des Orageois? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un indice qui peut être intéressant. Le vrai moment où on va réentendre parler des Baratheons, c'est, comme souvent avec Martin, avec le règne d'Aegon V. Déjà, on a le personnage de Lionel Baratheon, qui est surnommé l'Orage Moqueur, qui est un personnage assez important dans les nouvelles de Dunkelhoff. On vous y renvoie, on a un podcast là-dessus. Et c'est un jouteur d'exception qui va devenir la tête de la famille Baratheon. Aegon va devenir roi des 7 couronnes par la suite sous le nom d'Aegon V et l'amitié qui s'est tissée avec Lionel Baratheon, notamment au moment de la première nouvelle, va être mise à profit par la suite. C'est-à-dire que Aegon va chercher à marier son héritier, Duncan, à la fille de Lionel Baratheon, donc à l'une des premières familles du royaume, ce qui devrait lui permettre, grâce à des alliances puissantes, par la suite, de faire passer ses réformes. C'est l'un des grands chevaux de bataille d'Aegon, de faire passer des réformes. Et pour ça, il essaye de se lier avec les grandes familles. Mais le problème, c'est que le fils n'est pas trop d'accord. Donc le prince des libellules finit par tomber amoureux d'une paysanne qui s'appelle Jenny de Vieille-Pierre et par envoyer bouler les Baratheons. Sauf que les Baratheons, ils sont un peu susceptibles quand même, et on a un conflit ouvert dès cette époque entre les Targaryens et les Baratheons. On a quand même Lionel Baratheon qui va se proclamer roi, donc défier les Targaryens. Par la suite, on ne sait pas si le conflit se termine avec la mort de Lionel ou si c'est juste un duel et fini kiki, les Baratheons rentrent dans le rang. Quoi qu'il en soit, ils vont réussir à obtenir quand même un mariage avec les Targaryens. La fille d'Aegon V, Raël, va épouser l'héritier de Lionel, Ormund. Et par la suite, du coup, les Baratheons redeviennent l'une des familles les plus liées avec les Targaryens. C'est même la première famille la plus liée avec les Targaryens, puisque Ormund va devenir main du roi suivant, Jaehaerys II, et il va mourir lors d'une guerre, la fameuse guerre des rois à 9 sous. Normalement, je crois qu'on l'a évoqué dans nos podcasts Feu Noir.
Donc c'est une des dernières grandes guerres, c'est la dernière grande rébellion Feu Noir connue en tout cas. Le fils d'Ormund s'appelle Stephen, c'est un proche d'Aerys II et de Tywin Lannister lorsqu'ils étaient jeunes. C'est d'ailleurs l'une des possibles mains du roi à laquelle Aerys pense pour remplacer Tywin Lannister lorsque Tywin ne lui convient plus. Donc il a quand même le pédigré qu'il faut, hein. Il est cousin du roi, dirigeant d'une des couronnes, qui plus est ami de longue date. Aerys va lui confier une mission qui est de trouver une épouse à Rhaegar, parce qu'à l'époque Rhaegar, son héritier, n'est pas marié encore. Donc Stephen s'embarque pour Lys, et lorsqu'il revient, eh bien, il y a un événement terrible qui n'est pas expliqué encore à l'heure actuelle dans les livres. Il va y avoir un naufrage et Stephen meurt en même temps que sa femme sous les yeux de Robert et de Stannis. Donc au moment où il arrive dans la baie des naufrageurs, si je ne dis pas de bêtises. Bref, Oui, c'est ça. lorsqu'il arrive à Accalmie, le navire coule et il n'y a qu'un seul survivant, c'est le fameux bouffon Bariol. Et on se demande un petit peu si ce ne serait pas Tywin qui aurait fait un petit trou dans le bateau, histoire de le faire couler. Bon, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, ça permet de rattacher encore à la trame de Stannis et à la trame ensuite des Baratheons. Voilà. Après Stephen vient son fils Robert, donc Robert qui est un cousin éloigné d'Aerys II et de Rhaegar en réalité, mais comme on le disait tout à l'heure, le fait d'avoir pour aïeul une Targaryen, ça donne à Robert à la fois un peu de sang Targaryen, mais aussi une certaine légitimité au trône, qui va être bien pratique à la suite de sa fameuse rébellion. Parce qu'à la base, c'est pas vraiment la rébellion de Robert, c'est quand même la rébellion de plusieurs personnes importantes, mais on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera des Harrys, je pense. Seulement, à la fin de la rébellion, quand on a renversé tous les Targaryens, il faut bien un roi, et le roi qui a la plus grande légitimité, c'est Robert. Qui plus est, il y a un autre élément qu'on ne cite pas beaucoup, à part l'effet d'armes et la légitimité, mais Robert, à cette époque, est le seul des chefs de la rébellion qui puisse encore être marié. Et à la mort de Lyanna, qui était la promise de Robert, se pose le problème de « Ah, on a un roi, il faut le marier, mais qui va pouvoir devenir notre reine ?» Et c'est à ce moment-là que Jon Arryn, dans mon souvenir, si je ne dis pas de bêtises, mais oui, je crois que c'est lui qui appuie pour ce mariage-là, va dire « Eh, l'alliance avec les Lannister, elle est quand même un peu faiblarde quand même. Ce serait peut-être bien qu'on fasse en sorte qu'il y ait un mariage entre Robert et Cersei Lannister. » Grand bien lui en a Oui, pris. je suis d'accord avec toi, c'était pas un choix très judicieux, mais sur le papier, c'était pas une bête idée de dire bon on a un roi, il est mariable, on va essayer de renforcer une de nos alliances qui est peut-être encore un petit peu faible. Voilà. Et l'histoire pourrait s'arrêter là. La suite, vous la connaissez, puisqu'il s'agit de la saga principale, hein, mine de rien. Donc, quelque part, A Song of Ice and Fire ou Le Trône de Fer pour ceux qui préfèrent le papier. Puis Game of Thrones, si vous préférez la série. En attendant, on a quand même quelques petites théories au niveau de la garde de nuit en ce qui concerne les Baratheons, puisque on a quand même pas mal travaillé sur le sujet. Je vais laisser Babar vous expliquer toutes les choses qu'il vous reste à découvrir, l'univers merveilleux derrière les théories Baratheon. Ouais, parce c'est effectivement un gros morceau, les Baratheons, hein, comme c'est une des familles principales de la saga, qu'on les voit dès le départ, et qu'on a un petit peu 12 ans pour réfléchir, on avait de quoi faire. Et du coup, en fait, on a alors à la fois des articles et quelques épisodes de podcast. Donc simplement pour vous en parler, alors vous trouverez sous le tag Luby Baratheon sur le forum, sur le blog. Enfin, pardon, sur le blog, surtout pas sur le forum, plusieurs articles qui sont consacrés au Baratheon, et notamment alors un gros cycle de 4 articles qui est aussi disponible en format podcast sur les parricides de Stannis Baratheon, qui sont des articles donc très intéressants et qui montrent en fait comment le personnage de Stannis se rapproche dangereusement d'un des crimes les plus affreux qui puissent exister, aussi bien dans notre monde mais aussi dans celui du Trône des Fers, hein, le parricide, donc le fait de tuer l'un des siens, et comment est-ce que ces parricides qui tournent autour de Stannis forment
un petit peu, alors c'est pas son caractère, mais en tout cas son arc narratif, et vers où est-ce que ça peut le mener. Donc sont des articles qui sont vraiment très intéressants. On a aussi un article sur la chasse dans le trône de fer. Alors pourquoi on l'a rajouté au Baratheon? Parce que c'est une passion de Robert. Déjà parce que les Barathéons ont comme emblème un cerf couronné, et le cerf est un des gibiers et un des animaux qui est les plus chassés. Et parce que Robert, il a eu un petit souci de rencontre avec un sanglier. Donc en fait, voilà, c'est un article de Werther qui va étudier la chasse dans le trône de fer et qui va le mettre au regard aussi de ce qu'on sait des sources historiques. Et là aussi, un article qui est bien documenté et très intéressant. Un article de décryptage d'Eridan cette fois-ci, qui s'intéresse à la relation entre Renly et Loras, puisque alors c'est pour le coup une relation qui je trouve est vraiment pas très bien traitée dans la série Game of Thrones, où on va te mettre les clichés des personnages gays introduits en toute subtilité. Et donc en fait c'est comment est-ce que Martin lui met en scène cette relation qui est aussi homosexuelle dans le trône de fer, dans la saga papier, mais comment est-ce qu'il le met en scène, puisque pour le coup, c'est pas très explicite. Et on va finir avec 2 autres articles, un peu plus de décryptage, théorie, qui sont aussi liés au Baratheon. Le premier, sur ce personnage de Bariol, qu'Eridan évoquait quand il parlait du naufrage de Stéphane Baratheon, donc Bariol qui est le seul survivant de ce naufrage et qui, après son naufrage, en fait, n'est plus du tout la même personne. Et il a des paroles semi-prophétiques, semi-poétiques, enfin voilà, des choses qu'on ne comprend pas très bien. Et on propose une analyse, alors qu'il n'y a pas valeur de choses... de décryptage absolu et parfait, puisque on n'en sait rien en fait pour l'instant, mais qui en tout cas propose quelques pistes d'analyse et d'interprétation de ces étranges paroles et étranges chansons. Et le dernier, c'est un article sur le prince qui fut promis. Alors pareil, c'est pas très présent dans la saga, dans la série. Cette thématique du prince qui fut promis, on l'a surtout à la fin de Game of Thrones. Ils savaient pas trop quoi en faire. Mais c'est une prophétie qui va traverser vraiment tout l'arc narratif de Stannis, puisque c'est avec lui qu'on entend parler pour la première fois, et donc c'est pour ça qu'on l'a rattaché aussi au Baratheon. Et la question est donc, c'est quoi ce prince qui fut promis, et qui peut donc bien être le prince qui fut promis dans la saga? C'est un mystère. Sachant qu'il y a 2 choses qu'on peut mentionner, c'est d'une part, Bariol n'existe pas dans la série principale, hein, enfin dans Game of Thrones, c'est Patchface en VO, pour ceux qui lisent en VO, et par contre on a remis quelques-uns de ces dialogues dans la série, notamment il y a la chanson Under the Sea, donc du coup qui reprend les paroles de Bariol, qui est chantée par Shoren. C'est sans doute pas un hasard dans les choix qui ont été faits par la suite en termes de scénario. Et ensuite, pour le prince qui fut promis, il me semble que Azor Ahai n'est pas mentionné non plus dans la version télévisuelle du Trône de Fer. Mais bon, voilà, vous avez tout un tas de choses là-dessus. Mais le prince qui fut promis revient dans House of the Dragon, et c'est aussi pour ça qu'on le mentionne ici. On va terminer avec la catégorie que vous attendez tous, la catégorie mais c'est qui le Baratheon que tu aimes d'amour beaucoup fort, à savoir, du coup, Eridan, je vois que tu n'as pas rempli la catégorie. Est-ce que tu as réfléchi à ton Baratheon que tu aimes beaucoup d'amour fort? Bien sûr, toujours. Alors, bon, moi, en plus, j'ai un amour assez immodéré pour les bourrins, comme chacun sait. Donc là, effectivement, j'ai le choix, on pourrait dire. Si je trichais, j'irais vers Alyssa Velaryon parce que c'est mon grand amour de feu et sang. Non, Mais non, 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 tu l'as non, non, déjà non. dit au Bon, moment où on a je fait le podcast sur les Velaryon. je crois que je l'ai déjà dit. Ouais, ça m'étonne pas de moi. Non, alors, j'ai aussi évoqué tout à l'heure à quel point j'aimais beaucoup Boros, beaucoup Bormund, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que s'il y en a un, ou plutôt une, sur laquelle j'ai énormément théorisé et que j'aime vraiment d'amour, c'est Cassandra Baratheon. C'est l'aînée des 4 orages. Et il y a des détails la concernant dans Feu et Sang qui sont pour moi
l'un des rares mystères de Feu et Sang et l'un des rares trucs que Martine s'est permis de cacher dans Feu et Sang et que je trouve intéressant à essayer de décrypter ou autour duquel je trouve très intéressant de théoriser. Donc, je vous invite à lire Feu et Sang parce que bah, c'est la Bible déjà, hein, voilà, tout est dans Feu et Sang. Si vous voulez lire Martine, lisez Feu et Sang. Et puis, surtout, bah, intéressez-vous aux personnages secondaires, intéressez-vous à Cassandra Baratheon, parce qu'en vrai, il est possible qu'elle soit grave cool, cette nana. Voilà. Et toi, Babar? Alors moi, je triche un petit peu. Oh. Mais en même temps, j'allais pas dire Robert ou Boros. Voilà, Mmh. je pense que ça s'est senti à quel point je les aimais bien. Et je vais prendre Rhaenys Targaryen, qui est donc la fille de Jocelyn Baratheon. Donc c'est un petit peu une Baratheon. Surtout que Rhaenys, en fait, et ça se voit pas du tout dans la saga, enfin dans la série, je vais arrêter de confondre les deux. Dans la série, ça ne se voit pas du tout, mais Rhaenys, dans les bouquins, elle est décrite avec des caractéristiques plutôt Baratheon. En fait, caractéristiques physiques, notamment, c'est sa chevelure, qui est noire. Hein, donc voilà, Rhaenys, la reine qui ne le fut jamais, personnage très très cool dans la saga littéraire, qui voilà se laisse pas marcher dessus, dragonnière, qui épouse Corlys Velaryon et avec qui elle a donc ses enfants et personnage et en plus que je trouve assez intéressant parce qu'on la suit sur vraiment le long terme, à la fois dans sa jeunesse et dans ses aspects les plus fougueux, mais aussi par la suite pendant la danse des dragons et dans lequel elle a un rôle qui est quand même assez intéressant de femme politique qui essaye de donner son avis, mais qui voilà, a quand même été rejetée parce que femme. Et c'est une thématique qui est assez intéressante, je trouve, qui est développée dans Feu et Sang. Et toi, Chris? Eh bien, moi, je vais aller rechercher mes souvenirs de lecture de quand j'avais 16 ans et que j'ai découvert le Trône de Fer, parce que les Baratheons sont pas une famille qui m'inspire beaucoup de manière générale, mais j'ai des souvenirs de sentiments que j'ai pu avoir à une époque. Un sentiment un peu similaire qui entoure d'une part Renly et de l'autre Lionel, puisqu'il s'agit en fait de deux personnages qui interviennent à un moment où les personnages sont un peu désespérés, c'est-à-dire que quand t'es ado et que tu suis l'histoire, tu fais oh putain, ils ont buté Ned Stark. Et quand Robb il envoie Catelyn voir Renly, et que Renly il fait oui, je vais m'allier avec vous. Et t'es là, ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Et t'as un peu le même sentiment quand Duncan, il y a Lionel qui lui fait d'accord, je vais combattre pour toi. Voilà, du coup, dans les faits, il y a maintenant quasiment 20 ans. C'était plutôt c'est de là que j'aurais dit, hein, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit le cas, même si bon, il faut bien dire que Renly, il avait des bonnes punchlines à base de pêche, et ce, avant que ça devienne cool avec des emojis. Donc voilà, je vais laisser les gens là-dessus. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire, et je vais passer à la catégorie quel est votre bâtard Baratheon préféré, Eridan? Bah, moi, ce sera Mia Stone, hein, parce que voilà, cœur sur elle. C'est la toute première fille de Ned Stark, bien sûr, évidemment. C'est la toute première fille de Robert, surtout. Il y a des choses très intéressantes autour de Mia Stone, je trouve. Le fait qu'elle soit devenue muletière alors que son père est devenu roi des Sept Couronnes. Le fait qu'elle soit hyper bornée comme tout Baratheon qui se respecte. Le fait que bah, elle a quand même les caractéristiques Baratheon. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui me plaisent énormément sur ce personnage. Ça fait un peu partie de mes crève-cœurs qu'elle n'ait pas été adaptée dans Game of Thrones, mais en même temps, c'est normal, là aussi, ça fait partie des personnages dont ils ne pouvaient rien faire et dont ils n'auraient rien fait de bon de toute manière, donc bah, je comprends qu'elle ait sauté, même si je l'aimais beaucoup. Voilà. Et toi, Babar? Bah, Eridan m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, c'est Mia aussi. Parce que bah, c'est vrai que les autres bâtards de Robert, pour le coup, on les a pas trop développés. On pourrait éventuellement penser à Horis Baratheon, mais dont on connaît pas vraiment le statut. Donc je vais me rabattre aussi sur Mia Stone et, et je pense, ou j'espère en tout cas, qu'elle sera davantage développée dans Tour, si un jour il arrive. Après, si tu veux, je peux aussi prétendre que je préfère Gendry, mais franchement, non. Il est trop borné et trop buté pour moi. Il est trop Baratheon, ce garçon, c'est Ouais, pas non, possible. j'aime pas le personnage trop. Bah, il est pour rien, franchement. Tu vois, il est jeune, c'est un gamin, c'est un ado.
un peu con, mais ouais, je trouve moins intéressant. Ouais, son rapport à la chevalerie m'intéresse bien, mais ouais, non, tout le reste du background du personnage est pas hyper plaisant. Et toi-même, Chrisounet, c'est qui ton bâtard Baratheon que tu aimes d'amour tendre? Eh bien, en fait, c'est un bâtard Baratheon qui est pas un bâtard Baratheon, parce qu'en fait, ça fait des années que je n'ai pas relu A Storm of Swords, et du coup, j'ai assimilé deux personnages qui portent le même patronyme, puisqu'il s'agit, j'avais mis dans le conducteur que j'aimais bien Edric Storm, mais en fait, c'est Edric Dane que j'aime d'amour, pas du tout en rapport avec le sujet. Tu triches un peu là quand même, hein. Voilà. Oui, d'accord, effectivement. Bon bah voilà, du coup j'ai pas plus à dire sur mon bâtard préféré parce que on les a tous un peu évoqués et au final il ne va rester que de sombres inconnus que Robert n'a jamais trop reconnus derrière tout ça. Il va être temps de conclure finalement ce podcast pour aujourd'hui, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Juste pour faire plaisir à une partie de notre audience, oui, Stannis est le seul vrai roi. Je m'inscris un petit peu en faux avec cette analyse. Voilà. Et bien voilà, faites-en ce que vous voulez, car ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, petit chassé-croisé, puisque c'est Nymphadora qui empruntera la place de Babar auprès d'Eridan, et on causera cette fois-ci de la maison Arryn. D'ici là, dites-nous qui est votre Baratheon préféré. Est-ce que vous êtes plutôt du genre Rogar à ton derrière ou Joffrey des fesses? Que vous ayez la réponse à cette question ou non, n'hésitez pas à nous mettre des emojis serre et couronne en commentaire de ce podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et nous soutenir via le LESO de la garde de nuit pour entendre encore plus de jeux de mots pourris. Tout est évidemment dans la description et on espère que vous vous portez bien où que vous soyez, où que vous nous écoutiez et on vous dit à très bientôt.